Bonjour à tous, je vais commencer. Je me présente, je suis Vincent Giraud, donc dans la vie professionnelle, je suis chercheur en sécurité informatique. Je viens de finir ma thèse en sécurité informatique. Ce à quoi vous allez assister, c'est une version vulgarisée de mon intro, de mon contexte de thèse et de la conclusion. Et dans la vie associative, je suis membre de Deux Fleurs, qui est une association qui fournit des services en ligne, et nous faisons partie du collectif Chaton. Euh, donc sans plus tarder, je commence et je me lance directement dans le sujet. Je vais vous parler des environnements sécurisés. Un environnement sécurisé, c'est quoi? C'est un environnement d'exécution pour un logiciel qui fournit des garanties fortes, des garanties surtout de confidentialité, mais aussi d'intégrité, etc. L'idée étant que vous allez le voir au fur et à mesure de cette présentation, on va avoir tendance à considérer que les logiciels, que les systèmes d'exploitation riches, ce qu'on considère comme étant par exemple sur ordinateur Windows, Linux et sur mobile Android et iOS, sont considérés comme ayant une surface d'attaque tellement grande qu'on ne peut pas leur faire confiance pour exécuter des opérations sensibles. Et donc on va voir au fur et à mesure de l'histoire de l'informatique récente qu'est-ce qu'on a fait pour quelle voie a suivi l'industrie face à ça. Donc au commencement entre guillemets sur les ordinateurs grand public, en fait, on avait un paradigme qui est très simple et qui est encore le cas conceptuellement pour beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, qui est qu'on achète un ordinateur et puis vous avez un processeur avec un environnement d'exécution sur lequel vous installez votre système d'exploitation de votre choix, donc Linux, macOS, Windows, et en fait cet environnement d'exécution représente le seul environnement qui est disponible sur votre ordinateur. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, on considère que la surface d'attaque est trop grosse pour réaliser des opérations sensibles telles que opérer des paiements, par exemple, vérifier de la biométrie, gérer des transports, etc. Et donc, l'industrie a vite essayé de développer des environnements dans lesquels pourraient tourner des opérations cryptographiques, etc., dans lesquels on pourrait développer ce genre de cas d'usage. Euh, Ça a commencé dans les années 70-80 dans le milieu militaire, notamment aux États-Unis, où on va le voir, on a développé ce qu'on appelle les HSM, que je vais présenter juste après, mais auprès du grand public, c'est surtout la numérisation du secteur bancaire qui a aidé à développer des environnements sécurisés alternatifs. On parle notamment du retrait d'argent, en fait, et du paiement, c'est-à-dire qu'avant, ces opérations-là n'étaient pas numérisées, vous devez aller au guichet pour récupérer de l'argent, etc. Et on a voulu numériser ces opérations et donc développer de partout des distributeurs automatiques de billets. Euh, et ça a causé en fait l'apparition, surtout dans le milieu bancaire et aussi dans le web très rapidement, à la fin des années 80, début des années 90, de ce qu'on appelle des HSM. Ce sont des Hardware Security Modules qui sont dans leur forme la plus commune des serveurs que les entreprises stockent dans leurs services ou alors qu'il y a dans les distributeurs de billets, de manière à ce que toute la cryptographie qui est nécessaire pour ces opérations-là, puisque en fait on va chiffrer et déchiffrer vos données bancaires, soit fait dans un environnement sécurisé. Le rôle d'un HSM, c'est de fournir des fonctions cryptographiques, chiffrer, déchiffrer, stocker des clés de manière confidentielle sans que l'extraction des clés qui sont si précieuses puisse avoir lieu. Ça prend souvent la forme d'un serveur, mais vous allez voir qu'on peut inclure ça dans les systèmes, puisque dans certains ordi professionnels, en fait, on peut avoir un HSM sous forme de carte PCI Express qu'on va inclure. Dans quel cas, cette carte PCI Express représente un peu un ordinateur dans l'ordinateur, puisqu'elle est entre guillemets autosuffisante à partir du moment où vous lui donnez de l'électricité, c'est-à-dire que c'est complètement séparé de votre environnement général. En contrepartie, du côté du public, on a vu se développer un nouveau type de puce qui s'appelle les Secure Elements, les éléments sécurisés, et c'est ce qui équipe les cartes à puce. On verra, ça a pris plusieurs formes par la suite, mais du coup, ce sont des systèmes autosuffisants avec un processeur, de la RAM, etc., qui sont essentiellement apparus au début des années 90 auprès du grand public. Et donc, dans une carte à puce, vous avez une puce avec un système d'exploitation qui fait tourner des applications Java Card. Java Card étant un sous-ensemble de Java qui permettait de faire des logiciels Java pour système embarqué au début des années 90. Et donc dans votre carte à puce, vous avez vraiment, je le répète, un système autosuffisant. Et c'est la même chose qu'on trouve dans les cartes SIM. Et les systèmes d'exploitation qui sont présents dans ces ordinateurs-là, puisque ce sont en fait des mini-ordinateurs,
ne sont pas libres. Il y a une tentative dans le public en France de faire une implémentation libre de système d'exploitation, ça a été avorté. Et aujourd'hui, quand vous achetez un élément sécurisé pour faire du paiement ou de la carte SIM, le système d'exploitation n'est pas libre. Et les applications que vous allez installer dessus ne le sont pas. C'est-à-dire que dans votre carte à puce, vous allez avoir une application carte bancaire, CB, une application Mastercard ou Visa, etc. Et ces applications ne sont pas libres et le système d'exploitation qui les démarre au moment où vous faites un paiement ne le sont pas, ne le sont encore moins. À partir des années 2000, un cas d'usage qu'on a vu croître énormément, c'est la gestion de flotte en entreprise ou dans n'importe quelle organisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le scénario où une entreprise fournit des ordinateurs à ses employés et elle ne veut pas que ses employés fassent n'importe quoi avec les ordinateurs. Elle veut que les employés gardent le même système d'exploitation, elle veut avoir un contrôle sur les droits d'administrateur, etc. Le problème, c'est comment faire ça dans un environnement généraliste et riche où vous ne pouvez pas planquer de clés cryptographiques qui empêchent de faire ça dans le Windows ou le Linux. Ça, c'est quelque chose qui a vu une réponse apparaître dans les années 2000 avec l'accroissement de l'intégration des TPM, des Trusted Platform Modules, qui sont donc en fait des puces, le plus souvent physiquement séparées, mais c'est moins en moins le cas, et donc vous pouvez le voir sur cette illustration, c'est une puce qu'on rajoute dans l'ordinateur, et qui, comme en HSM, fournit des services cryptographiques, donc du chiffrement, du déchiffrement, et surtout du stockage de clés privées, dans lequel on a la garantie que la clé est inextricable, dont on ne pourra pas la sortir en tout cas. Et donc avec ça, vous pouvez notamment faire de l'attestation d'intégrité. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez vérifier que votre noyau est légitime avant de l'exécuter. Du point de vue d'un employeur ou d'une entité de contrôle, l'idée, ce sera plus de vérifier que vous n'avez pas modifié votre système d'exploitation avant qu'il démarre. Ça, pareil, c'est des implémentations. Alors, le standard, l'API de ces puces est libre. Enfin, est libre, c'est un standard ouvert auquel vous pouvez accéder. Cependant, les implémentations cryptographiques qui sont derrière, qui sont contenues dans la puce, ne sont pas libres. Ne le sont jamais en réalité. Là, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé des ordinateurs, donc des HSM que vous pouvez éventuellement avoir dans un ordinateur professionnel et des TPM qu'on voit dans un peu tous les ordinateurs depuis que Windows 11 les a rendus obligatoires. On va parler des téléphones portables et on va voir que c'est plus sensible ici, notamment parce que les téléphones portables sont devenus éminemment présents au sein de la société. Donc à partir des années 90, la téléphonie mobile en général a connu une croissance continue et à partir du début des années 2010, en fait, les téléphones intelligents ont vu leur taux d'équipement augmenter sans cesse jusqu'à atteindre quasiment 90% de taux d'équipement aujourd'hui. Et c'est très important parce que déjà c'est très présent dans la société et surtout parce qu'on accumule les services sensibles sur ces téléphones et en fait on a de plus en plus d'attentes sur ces systèmes. Dans ces systèmes, on va avoir des communications sécurisées, pas seulement en appel et en texto, mais avec diverses applications qui vont devoir gérer de la cryptographie pour notamment assurer la confidentialité, mais pas que, l'authenticité aussi. On veut pouvoir faire du stockage sécurisé pour que si on se fait voler notre téléphone, les données ne soient pas lisibles par le voleur. Ces téléphones font de la biométrie, ils lisent la forme de notre visage, ils lisent la forme de notre empreinte digitale. Tout ça, c'est très sensible. Ils font de l'authentification aujourd'hui non seulement à l'échelle étatique, avec la numérisation de la carte vitale et de la carte d'identité, mais aussi sur un plan plus personnel, avec les implémentations du standard WebAuthn qui arrive et qui se base essentiellement sur le téléphone, mais aussi les gestionnaires de mots de passe, par exemple. On veut pouvoir gérer nos titres de transport et nos abonnements qui ont de la valeur sur ces téléphones et surtout aujourd'hui on veut payer avec nos téléphones, donc vraiment dépenser notre argent avec nos téléphones et puis bientôt on va le voir, on va pouvoir recevoir des paiements sur nos téléphones. Tout ça, c'est des cas d'usage très sensibles et encore une fois, on considère qu'ils sont tellement sensibles qu'on ne peut pas le faire dans l'environnement riche au sein d'Android et d'iOS. Donc on veut, en fait, l'industrie veut en tout cas faire ça dans des enclaves sécurisées, protégées, séparées du système global. Comment c'est fait sur les téléphones? C'est réalisé à partir de deux technologies principales. La première, c'est le TE, le Trusted Execution Environment. Ça, contrairement à ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est pas une puce physiquement séparée du système au sein du périphérique. C'est en fait un environnement sécurisé qui est fourni par un changement de mode de fonctionnement du processeur principal. C'est-à-dire que sur votre téléphone, vous avez certainement un processeur ARM, et ce processeur ARM fait tourner le système riche, à savoir Android ou iOS. Et bien en fait, on a une technologie qui est présente dans tous les téléphones aujourd'hui qui s'appelle TrustZone et qui permet de, à la volée pendant l'exécution, sans que l'utilisateur ne s'en rende compte, basculer sur un système d'exploitation qu'on juge de confiance, basculer dans un mode d'exécution sécurisé
où en fait on va réduire l'accès aux périphériques, on va apporter des garanties supplémentaires, on va réduire la concurrence entre les cœurs pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité de ce côté-là. Et en fait, temporairement, à la volée, sans que l'utilisateur ne s'en rende compte, on va faire tourner un petit système d'exploitation qui est jugé de confiance et qui va être en charge de faire des choses comme vérifier de la biométrie, vérifier de l'authentification, etc., etc. Et une fois qu'il a réalisé sa tâche, il va rebasculer sur le système général, à savoir Android, et l'utilisateur ne se sera rendu compte de rien. Ici, on voit sur le schéma la ligne rouge qui sépare en gros la partie gauche qui est la partie riche avec une exécution forte, rapide et plein de possibilités, et à droite une exécution limitée. Et on voit un système d'exploitation qui est de confiance, qui est vérifié, signé, privateur, c'est-à-dire que vous avez des systèmes d'exploitation comme QSC qui est fourni par Huawei, Kinibi qui est fourni par TrustSonic qui est une entreprise française, Samsung aussi a son système d'exploitation pour TE, et en fait ils sont signés, vous ne pouvez pas choisir ce que vous exécutez comme système d'exploitation dans ce sous-mode de fonctionnement, et les applications qui sont exécutées dans ce système d'exploitation sont elles aussi signées, c'est-à-dire que si vous n'avez pas obtenu la signature du constructeur, vous n'avez aucun espoir de faire tourner quoi que ce soit là-dedans. Et les Secure Elements dont je vous ai parlé auparavant dans les cartes à puce et dans les cartes SIM étaient intégrés dans les téléphones avant par le biais des cartes SIM qu'on insérait physiquement dans le téléphone. Aujourd'hui, on a des puces qui sont intégrées directement dans le téléphone. Ici, on voit la puce Titan M de Google. Et en fait, c'est notamment grâce à ça qu'on a les cartes SIM virtuelles en fait, qu'on change à la volée. Pareil en fait, donc, du coup c'est des puces qui sont séparées du socle, du système on chip, donc c'est-à-dire de la grosse puce qui fait tourner la vaste majorité des applications sur votre téléphone, et ça représente donc une enclave en fait, un ordinateur annexe au sein de votre ordinateur personnel sur lequel vous n'avez aucun contrôle, puisqu'encore une fois le système d'exploitation est privateur, vous ne choisissez pas le système d'exploitation et vous ne choisissez pas les applications qui tournent dessus. Et si vous voulez faire tourner une application dessus, c'est sans espoir si vous n'avez pas l'approbation du constructeur du téléphone. Donc pour faire un bilan un peu général, j'ai parlé des ordinateurs et des téléphones. En fait, sur un système, vous avez donc le système intégral est en gris, et vous avez donc un environnement riche qui est donc votre Android, votre iOS, votre Linux, votre Windows, où vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire tourner tout ce que vous voulez, mais généralement pour des trucs très sensibles, on considère que ce n'est pas assez sécurisé. Dans le même bloc, j'ai mis le TE, puisque c'est en fait basé sur la même puce, mais sur un mode de fonctionnement différent, où on change de contexte à la volée, etc. C'est assuré par la même puce, mais du coup, c'est un environnement différent. Et ensuite, selon si vous êtes sur un téléphone ou sur un ordinateur, vous avez les éléments sécurisés, les HSM, sous forme de carte PCI Express par exemple, ou les TPM. Donc concrètement, sur un ordinateur, j'ai mis les HSM, mais en fait, avoir un HSM dans son ordinateur, c'est un truc qu'on trouve seulement dans le milieu professionnel, dans un ordinateur particulier. Ça va ressembler à ça. Vous avez donc l'environnement riche, encore une fois, un mode de fonctionnement alternatif au sein du même processeur qui est le TE. Alors sur ordinateur, c'est souvent assuré par le jeu d'instruction SGX d'Intel, qui est plus trop d'actualité, mais qui faisait office de contextes différents, notamment pour assurer les droits d'auteur sur les Blu-ray, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et les TPM, donc pour notamment vérifier l'intégrité de votre système, que ce soit pour vous ou pour votre employeur ou pour n'importe quelle autre institution. Sur un téléphone, ça ressemble plus à ça. C'est-à-dire que vous avez encore une fois votre environnement riche, Android, iOS, avec la technologie TrustZone d'ARM qui vous permet de basculer sur un système d'exploitation caché dont l'utilisateur n'a pas trop connaissance en général pour vérifier la biométrie, etc. Et le Secure Element, dans lequel vous avez un autre système d'exploitation encore caché qui fait tourner des applications Java Card dont vous n'avez pas conscience, mais qui va assurer notamment tout ce qui est paiement, que ce soit Mastercard, Visa, etc. Donc tout ça, conceptuellement, c'est assez problématique, puisque je vous ai dit que c'est des environnements déjà dont l'utilisateur a rarement conscience, mais en plus il n'a pas le choix sur les applications qui tournent dans ces environnements, ni sur le choix des systèmes d'exploitation qu'elles font tourner. Et donc c'est assez problématique, puisque si vous êtes une entreprise ou une institution qui veut déployer un service sécurisé sur ce genre de produit, vous allez être, entre guillemets, enfermé à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez être enfermé dans l'environnement d'exécution riche, et les environnements qui sont sécurisés, les TE et les SE, vous n'y aurez pas accès. Si vous voulez y avoir accès, vous allez devoir, si vous voulez développer une solution sécurisée sur le marché et que vous voulez avoir une bonne part de marché, vous allez devoir
signer un contrat commercial avec Apple. Alors déjà, bon courage si vous n'êtes pas une gigantesque multinationale très puissante. Et même si vous y arrivez, vous allez avoir 35% de part du marché. Je crois que c'est la part des iPhones dans le marché des smartphones. Vous allez devoir faire pareil avec Google pour toucher les téléphones Pixel. Et puis avec Samsung pour les Samsung Galaxy, Huawei, Sony, etc. etc. En fait, c'est complètement inaccessible. C'est-à-dire que si vous voulez déployer une solution de paiement ou de biométrie dans ces environnements sécurisés, ça va être complètement hors de portée d'un point de vue raisonnable. Et donc, vous allez être enfermé dans ce qu'on appelle l'environnement d'exécution riche. Et donc, ça va être compliqué pour vous de faire tourner des processus sensibles. Ce que je proposais à la fin de ma thèse, donc, c'était un changement de paradigme pour ramener un peu à ce qu'on voit dans les ordinateurs. C'est-à-dire que sur un ordinateur, vous restez maître de l'environnement. C'est-à-dire que si vous voulez faire du secure boot, en fait, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez choisir les clés auxquelles vous faites confiance, les institutions auxquelles vous faites confiance pour vérifier l'intégrité de votre système d'exploitation. Sur un téléphone, pour éviter de se retrouver dans cette situation où on a des ordinateurs dans votre ordinateur dont vous ne connaissez pas les modalités d'exécution, l'idée ce serait d'inventer un rôle tel que des délégués de sécurité qui, en pratique, pourraient être des individus, des associations ou des entreprises, ça pourrait prendre n'importe quelle forme, mais ce seraient en fait des acteurs qui, pour vous, géreraient les TE, les SE. Alors, ce que j'entends par gérer et superviser, ce serait peut-être choisir le système d'exploitation qui tourne dessus pour vous, choisir les applications qui tourneraient ou non dessus pour vous, selon n'importe quel critère. Donc ça peut être des critères techniques, des critères de licence, est-ce que ce sont des logiciels libres ou non, ça peut être des critères politiques, enfin, vous pouvez faire votre choix en tant que citoyen comme vous voulez. L'idée étant que ouvrir ces environnements sécurisés pour les utilisateurs, c'est bien, mais comme on le voit avec la part de gens qui arrivent à réinstaller un nouveau Android sur son téléphone, c'est minime. Hein. Enfin, on pourrait vouloir ouvrir ces environnements, mais déjà, de 1, il faut faire attention parce qu'à trop les ouvrir, on va casser les propriétés de sécurité qu'ils assurent. Et de 2, en fait, ça ne concernerait que les gens qui sont des pros en informatique et particulièrement en sécurité informatique. Donc l'idée, ce serait de proposer des délégués de sécurité qui pourraient faire ces choix selon des critères moraux, politiques, techniques pour vous. Et ainsi, en fait, même si vous n'êtes pas un pro de la sécurité informatique, vous pourriez en fait avoir une main sur qu'est-ce qui tourne dans votre téléphone. Et donc ensuite, quand des développeurs d'exécutables vous proposeraient des applications que vous installeriez sur votre téléphone ou des services que vous installeriez sur votre téléphone, l'idée étant qu'on pourrait faire un système de signature de manière à ce que le délégué de sécurité que vous avez choisi a signé ou non les contenus des développeurs d'exécutables pour que ça finisse dans vos TE et dans vos SE. L'idée étant que du coup en fait on retrouverait en quelque sorte une concurrence libre dans ces environnements, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on est bloqué par en fait des contrats commerciaux. On le voit avec par exemple les tentatives de la RATP de faire fonctionner les téléphones sur les portiques pour les passes Navigo en fait jusqu'à très récemment. Là, récemment, ils ont utilisé une solution qui émule de la sécurité dans l'environnement d'exécution riche, mais avant, il fallait avoir un téléphone Samsung ou alors un téléphone avec une carte SIM Orange. Il y avait des conditions très bizarres parce que, en fait, si on n'avait pas la bonne marque de téléphone ou le bon opérateur mobile, en fait, la RATP n'avait pas de contrat commercial pour accéder à ces environnements sécurisés. Donc, c'est justement ce genre de choses qu'on veut éviter. Comment ce serait mis en place en pratique? L'idée, ce serait donc de faire une infrastructure de clés publiques où les constructeurs des environnements sécurisés, donc c'est des entreprises comme Thales ou Qualcomm, qu'importe, devraient signer donc les certificats des délégués de sécurité. Et ces certificats seraient embarqués de manière à ce qu'à l'exécution sur le téléphone, ce soit les délégués de sécurité qui signent ou non les contenus des développeurs d'exécutables. Et ainsi, en fait, on aurait donc une relation de modération et de signature des exécutables qui se retrouvent dans vos téléphones pour vous, sans que, en tant que utilisateur final, vous n'ayez à auditer vous-même l'intégralité de ce qui tourne sur votre téléphone. On pourrait garder l'idéal serait de garder cette possibilité-là, mais pour l'ensemble de la population qui n'a pas forcément ni le temps ni le savoir de réaliser ces opérations-là, l'idée serait d'avoir des délégués de sécurité qui sont en accord avec leur opinion pour choisir ce qui tourne sur ces ordinateurs dans l'ordinateur.
Ce que je vous ai montré là, donc cette infrastructure de clé publique, en fait, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau, c'est pas très exotique. C'est ce qui se passe sur les ordinateurs avec le Secure Boot, l'amorçage sécurisé, c'est-à-dire que dans le standard UEFI, l'autorité de certification à la racine qui signe les contenus et les noyaux qui peuvent se lancer au démarrage, normalement c'est Microsoft. Mais en fait, Microsoft a signé le certificat de Canonical, par exemple, qui est l'éditeur d'Ubuntu, de manière à ce que vous, en tant qu'utilisateur final, si vous décidez de ne pas faire confiance au certificat de Microsoft, mais que vous voulez faire confiance uniquement au certificat de Canonical, c'est possible en fait. On vous laisse le choix de faire confiance à qui vous voulez et de ne pas faire confiance à qui vous voulez. L'idée serait de perpétrer ce modèle dans les téléphones mobiles. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le GSMA, qui est un groupement d'opérateurs mobiles. Et en fait, quand vous achetez un téléphone récent et que vous avez des cartes SIM virtuelles et que vous changez à la volée de carte SIM dans votre téléphone, en fait, c'est un peu ce qui se passe. Le Secure Element qui est soudé à l'intérieur de votre téléphone change de profil, accueille des nouvelles applications qui en fait sont signées par votre opérateur mobile. Le certificat de votre opérateur mobile étant lui-même signé par l'autorité de certification qui est le GSMA. Donc en fait, on a des délégations de droits. L'idée, ce serait de pousser ce modèle jusqu'au bout de manière à ce qu'en fait les usagers des systèmes que nous sommes au sein de la population puissent vraiment aient le choix jusqu'au bout de ce qui tourne vraiment sur ces systèmes, parce que ce n'est actuellement pas le cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, et puis je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions. Merci. Oui. Alors la question est, sur cette slide, est-ce que les délégués de sécurité pourraient se signer entre eux La réponse est oui, oui, tout à fait. En fait, j'y ai pas beaucoup pensé, mais on pourrait faire des flèches au niveau horizontal de manière à ce que l'association D fasse confiance à l'individu E pour auditer des contenus. Et en fait, c'est vrai que du coup, l'arbre aurait plus d'étages, mais en fait, ça fonctionnerait tout à fait et ça ne casserait pas le modèle, le modèle conceptuel. Oui, oui. Oui. Alors, si on est sur une application privative, effectivement, il faudra un contrat commercial, un NDA. En fait, actuellement, ce qui se passe dans le secteur bancaire, c'est-à-dire que si je veux déployer une application sur les cartes à puce, si je suis le groupement d'intérêt économique carte bancaire CB, ou si je suis Mastercard ou Visa, en fait, mon application va devoir être examinée par les fournisseurs de cartes. Et cette examination, elle se fait sous NDA, sous contrat de non-divulgation, et donc je transmets mon code source. Il y a une ou deux personnes qui vont voir le code source, et on leur fait confiance pour avoir bien vérifié le contenu. C'est vrai qu'en fait, là, on touche à une limite du modèle privateur, qui est qu'en fait, ça, par contre, si le code source n'est pas accessible, il faudra faire un NDA pour ça. Mais oui. La question demande si nous, en tant qu'association et que communauté, est-ce qu'on n'aurait pas moyen de déployer des TE ou des SE pour mettre en place des solutions alternatives face à cette impasse de devoir faire des contrats avec les GAFAM. Déployer les TE et les SE, alors c'est vraiment des dispositifs matériels qu'il y a dans les puces. Donc en fait, le déploiement d'un TE ou d'un SE, vraiment, il n'y a que Qualcomm, etc., qui peut le faire. L'idée, c'est plus en fait, ce que je préconise, c'est une espèce de lutte de pouvoir au niveau logiciel et au niveau de signature de certificats pour savoir qui a le droit de faire quoi. Effectivement, en fait, c'est une bataille qui va avoir lieu sur le terrain législatif et juridique.
Pour être clair, ce que j'ai présenté à la fin avec les signatures et les délégués de sécurité, c'est un vœu que j'aimais, c'est une utopie, c'est pas du tout ce qu'on a actuellement, au cas où c'était pas clair. Oui, en fait, il y a un gros travail il va falloir militer fort pour que cet état de fait change. Effectivement, de manière ultime, en fait, tant qu'on n'a pas des signatures de certificats de la part des constructeurs de TE et de SE, techniquement, on est bloqué, on est cryptographiquement bloqué, en fait, puisqu'on n'aura pas nos applications signées. Oui. La question fait état du fait que quand on achète un téléphone, on fait confiance au constructeur et à l'opérateur, et que si on fait confiance à une association, on fait potentiellement confiance à tout le monde. Oui, en fait, c'est ça. Quand tu achètes un téléphone, tu fais confiance au constructeur qui lui-même a peut-être inséré des composants de l'opérateur mobile, mais pas tout le temps si tu as acheté ton téléphone des SIM bloqués. Oui, en fait, si tu veux faire confiance à une association, il faut que tu fasses un choix qui limite les pouvoirs au certificat de l'association, dans quel cas tout sera cryptographiquement vérifié. Toutes les applications seront signées par l'association que tu as choisie, le délégué de sécurité que tu as choisi. Mais tu peux rejeter les audits de tout le reste, c'est-à-dire que tu peux rejeter les audits du constructeur, de tous les autres délégués de sécurité, et dire je ne fais confiance qu'à l'individu E et à personne d'autre. Et en fait, avec une infrastructure de clé publique, ce modèle-là peut marcher. Hein. Si tu exclus tous les autres et que tu ne fais confiance qu'à un seul certificat pour vérifier les signatures, tu peux limiter la confiance sans qu'elle s'éparpille partout. Peut-être une dernière question, il me reste 1 minute rapidement. Non, quand tu installes, la question demande si est-ce qu'ils ont des signatures pour accéder à ces environnements sécurisés quand on installe un environnement de type LineageOS. La réponse est non. En fait, LineageOS, c'est un environnement riche, c'est un Android, donc en fait, tu vas vraiment, quand tu installes LineageOS, tu remplaces le bloc rouge par un autre bloc rouge, mais tu n'as absolument pas touché ni au TE, ni au... Enfin, si, tu vas toucher au... Non, tu vas pas toucher au TE, ni au SE. Ces choses-là, en fait, c'est des enclaves auxquelles tu n'as même pas touché, donc ça reste intouché. Voilà, c'est la fin, je vous remercie. À bientôt, et puis n'hésitez pas à venir me parler.